So we'll go ahead and get started. So welcome Donc, nous to allons commencer. Bienvenue donc à cette dernière journée de notre conférence sur les maladies neuromusculaires. Nous avons le docteur Lian pour parler avec nous aujourd'hui de la dystrophie musculaire et des problèmes osseux. Je vais donc vous présenter son sujet. Mais je veux vous rappeler que le webinaire d'aujourd'hui est disponible tant en anglais qu'en français. Donc, sur votre écran, vous verrez un globe terrestre où c'est inscrit interprétation. Vous pouvez cliquer dessus. Vous verrez les deux langues, anglais-français, choisir la langue dans laquelle vous voulez entendre cette présentation. Alors, vas-y, Marie, explique-nous ça en français. Oui, alors bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette première conférence de notre dernière journée. Je voudrais vous dire que si vous voulez écouter la présentation en français ou en anglais, il s'agit d'aller sélectionner l'icône en forme de globe dans le bas de votre écran et vous allez sélectionner la langue de votre choix tout au long de la conférence. Vous allez entendre cette langue-là. Si vous voulez poser des questions en français, dans le chat, vous pourrez le faire en français et je poserai vos questions à la toute fin. Merci beaucoup. Thank you very much, Marie-Hélène. So as I mentioned today, we have... Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bon, je veux simplement m'assurer que c'est vrai que le Dr. Lian Ward est avec nous aujourd'hui. Elle est professeure en pédiatrie à l'Université d'Ottawa, où elle a recherche sur la santé osseuse, les maladies osseuses à l'hôpital de Eastern Ontario et est endocrinologue pédiatrique également. Le Dr. White a déjà reçu une subvention du DMC et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son projet. Alors, allez-y, Dr. White. Bon, alors, bonjour tout le monde et merci de l'opportunité de parler avec vous concernant l'ostéoporose chez les enfants, les adolescents avec la maladie du chêne. Good afternoon, everyone. It's a real pleasure to... Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous partager ce que j'ai à dire sur l'ostéoporose et la maladie du chêne. Le principe dont je vais vous parler aujourd'hui s'applique à tout enfant qui n'a pas une mobilité normale et tout enfant ou toute personne étant sur des glucostéroïdes. J'aimerais commencer en remerciant les sources de financement, le Canadian Institute of Health Research et tout ce que vous voyez à l'écran. Dystrophie Canada a également été très important pour moi. Alors ici, je vais vous dire que j'ai travaillé comme consultante. J'ai participé à des essais cliniques avec des personnes affectées par différentes maladies et profitant de différents médicaments, même s'ils n'ont pas encore été approuvés chez les adultes. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'ostéoporose. Vous voyez un graphique normal à gauche et à droite, l'ostéoporose. L'ostéoporose, ça veut dire que l'os est poreux. L'os devient plus mince et vous voyez qu'il peut y avoir des fissures aussi dans les os. Donc, l'ostéoporose, bien sûr, engendre des fractures, un manque de stabilité osseuse et c'est un problème très important. Alors, c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Maintenant, je suis pas mal sûre que l'auditoire connaît bien la maladie de Duchenne, mais ça, ce sont des signes cliniques que nous voyons quand un jeune garçon ayant la maladie de Duchenne essaie de se relever et il a une certaine faiblesse au niveau des jambes et il a de la difficulté à se lever. Vous voyez également une hypertrophie au niveau des mollets. Alors, comme vous le savez, les maladies sont causées par des mutations de la dystrophine et c'est causé par la dystrophine qui est une protéine très importante et qui agit comme un absorbeur de choc moléculaire, un amortisseur moléculaire, si vous voulez. Et à ce moment-là,
il serait une instabilité au niveau de la membrane, une réponse inflammatoire à cette membrane musculaire instable. Et ça, c'est important. Je vais vous en reparler plus tard. Encore une fois, je suis convaincue que vous êtes tous au courant qu'il s'agit d'une condition qui est étudiée un peu partout à travers le monde et qu'il y a des essais cliniques dans le domaine pédiatrique à l'heure actuelle. Nous pensons à des traitements, des thérapies qui ne sont pas spécifiques aux mutations, qui le sont. Nous avons des médicaments qui ont été approuvés par le FDA. Il y en a d'autres comme l'Exon 51, l'Exon 53 qui ont été approuvés, pas au niveau du Canada cependant. Donc, lorsque nous regardons le développement osseux et où il va chercher sa force dans les maladies neuromusculaires, nous devons voir comment ça se développe quand le poids est normal. Donc, on parle ici du modèle mécanostat de force osseuse et de développement osseux dans l'enfance. Et ces défis mécaniques posent souvent un problème au niveau des tissus. Et les ostéocytes envoient des signaux aux ostéoclastes qui travaillent comme gardiens, si vous voulez, qui vont aller travailler au niveau des os, et les ostéoblastes sont des rénovateurs qui vont s'assurer qu'il y a renouvellement osseux et faire en sorte que l'os puisse rester quand même assez solide malgré les défis qui sont présentés au fil des ans. Bon, la dystrophie musculaire de Duchenne ou toute condition au niveau d'une mobilité sous-normale comporte également une faiblesse musculaire et il y a un manque de signal. On n'a pas de signaux qui sont envoyés aux ostéoclastes et aux ostéoblastes. Donc, en plus de ces stéroïdes, qui sont les soins habituels pour Duchenne, qui attaquent les ostéocytes, c'est-à-dire que les cellules qui sentent les problèmes au niveau tissulaire, c'est que nous avons une quantité importante d'eau qui se dégénère et les ostéoblastes ont des problèmes. Donc, c'est une façon dont on voit une fragilisation des os. Donc, ici, nous avons un exemple de déformation osseuse qui pourrait se produire à la marche, à la course ou au saut. Et les ostéocytes en bas à droite, nous avons les cellules qui ont des projections qu'on appelle des processus dendritiques qui sentent les changements osseux qui se produisent à cause des changements dus à la déformation osseuse. Donc, nous avons un graphique qui montre les changements au niveau des ostéocytes et on voit que les filaments sont modifiés dans ces canaux osseux. Et lorsque cela se produit, les ostéocytes à droite sécrètent des molécules clés. Ils modulent les sécrétions de la sclérostine qui empêche la formation osseuse et l'ostéocyte modifie également ce qui crée la résorption osseuse. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais y revenir un peu plus tard. Et je vais vous parler de l'effet sur les maladies comme la dystrophie de Duchenne et les autres maladies neuromusculaires. Au repos, n'importe qui est assis là ou quiconque a une mobilité moins importante, nous voyons que la sclérostine est régulée par les ostéocytes et empêche l'activation de certaines cellules qui normalement encourageraient la formation osseuse. Avec des stimuli mécaniques courts, nous avons une modification et de nouveaux tissus osseux est créé pour épaissir l'os, c'est le rendre plus solide. Donc, avec une charge de poids normale, on voit qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'os s'élargit. Mais quand le muscle est faible, même quand les enfants deviennent plus grands, leurs os ne grossissent pas de façon appropriée. C'est ce qu'on appelle un manque d'opposition périostéale. Et c'est la raison pour laquelle les adultes et les enfants avec des problèmes neuromusculaires ont tendance à avoir souvent des fractures au niveau des bras et des jambes.
Nous voyons ici, chez la souris, un modèle de Duchenne, chez la femelle, nous pouvons voir que l'os n'est pas aussi gros que ce qu'il devrait être et nous voyons le cortex, ce pilier autour de l'os est également plus faible à cause de cette acquisition périostéale qui manque, qui n'est pas présente. Donc, moi, ce que je veux dire au niveau clinique, chez les individus ayant une mobilité sous la normale, il y a un risque accru de fracture des os longs à cause de cette apposition périostéale et cela joue également un rôle sur la densité osseuse. Maintenant, qu'en est-il des stéroïdes? Les stéroïdes sont utilisés pour traiter la dystrophie du Duchenne, comme vous le savez, et ont démontré certains avantages dans les essais cliniques. Ils prolongent l'ambulation de 2 ans, diminuent la fréquence des scolioses. Je n'ai pas vu d'enfant avoir pendant plusieurs années besoin de chirurgie, améliore la fonction cardio-respiratoire et la fonction pulmonaire, même après la perte de mobilité, et améliore la longévité. Bon, et il y a ce qu'on appelle le système Rankin. Et bien sûr, l'idée, c'est qu'il y a une fenêtre thérapeutique très faible. Par exemple, on a un double du risque de fracture si on commence les stéroïdes avant l'âge de 5 ans chez les patients atteints de Duchenne. Et même si on aimerait commencer aussitôt que possible parce qu'il s'agit d'une myopathie congénitale, nous avons ce problème, une lame à 2 tranchants en termes de stéroïdes. Donc, les stéroïdes sont généralement utilisés, prednisone quotidienne, déflazacort quotidien également, c'est utilisé au Canada. Il y a des preuves qui démontrent que les déflazacort modulent le poids. La prednisone intermittente est donnée pour essayer d'aider au niveau musculaire, mais a des effets secondaires. Et nous allons parler de ce risque d'effets secondaires plus en détail. Bon, il y a 3 différents stéroïdes, 3 différentes façons d'administrer les stéroïdes, qui sont à peu près côte à côte dans les essais cliniques. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voici les avantages et les effets secondaires de chacun, parce qu'on ne le sait pas complètement encore, mais cette étude répondra probablement à ces questions. C'est une étude qui a été faite au Canada, Dr. Jim Craig Campbell et d'autres qui ont participé à cet essai canadien. Et il y a beaucoup de gens qui ont participé et les résultats sont attendus avec impatience. Bon, ici, nous avons une étude qui a été faite avec le registre de maladies souffrant de dystrophie de Duchenne et qui analyse les probabilités d'avoir une fracture selon la durée au traitement de stéroïdes. Alors ici, on voit après 8 ans des chances d'avoir une fracture systématique et ça ne considère même pas les fractures asymptomatiques. Donc, pour un enfant qui reçoit des stéroïdes quotidiennement pendant 3 mois ou plus, généralement, on me les envoie à la clinique pour faire un suivi de l'ostéoporose et je pense que c'est vraiment important. Donc, tous les garçons souffrant de Duchenne qui reçoivent des stéroïdes quotidiens viennent me voir pour qu'on analyse on surveille leur santé osseuse parce que souvent les os sont plus petits qu'ils devraient l'être. Donc, ici, nous avons une idée de ce qui se fait maintenant. Parlons des manifestations cliniques de la fragilité osseuse, soit voir si les enfants qui souffrent de la maladie de Duchenne peuvent guérir de l'ostéoporose ou s'améliorer. Donc, nous savons que la faiblesse musculaire va toucher les fractures des os longs et pas de la colonne. Nous savons que les stéroïdes vont plutôt occasionner des fractures au niveau vertébral. Donc, nous venons de terminer une étude où 3 des garçons qui ne recevaient pas de stéroïdes entre 4 et 7 ans avaient une fracture vertébrale. Donc, on sait que la faiblesse musculaire peut également générer cela.
Mais ce sont surtout les stéroïdes qui créent des fractures au niveau de la colonne. Nous savons que la fracture des os longs se présente dans 30 à 60 des cas chez les garçons et les adolescents souffrant de Duchenne et qui reçoivent des stéroïdes. Généralement, c'est du genou pardon, à la cheville, souvent, ce sont des fractures du fémus ou de l'humérus. Mais ce qui arrive avec les fractures des os longs, ils peuvent causer une perte de l'ambulation prématurée. Je veux que vous sachiez que vous, votre fils prend des stéroïdes jusqu'à 12 ans et qui a une fracture du fémur à 8 ans et vous perdez l'ambulation, ça devient complètement épouvantable. Donc, moi, je m'en soucie beaucoup. Autre chose qui est importante que vous compreniez, c'est qu'il y a quelque chose qui est extrêmement rare, qui a peu de chances de se produire, mais je pense qu'il est important qu'on le connaisse parce que ça a été décrit chez les patients souffrant de la dystrophie de Duchenne. Il s'agit de ce qu'on appelle le syndrome d'embolie grasse. Alors, quiconque n'a pas de mobilité complète, quiconque prend des stéroïdes ou l'un ou l'autre, peut avoir une accumulation des cellules graisseuses dans la moelle épinière au moment d'une fracture ou même d'une blessure osseuse sans même fracture. Il peut y avoir relâchement de ces cellules graisseuses dans le sang qui vont aller causer une détérioration. C'est très grave. Il faut vraiment que vous ayez cherché du soutien médical immédiatement. Alors ici, voilà à quoi ressemblent les os dans la maladie de Duchenne. Alors, quiconque a un problème neuromusculaire, que ce soit une atrophie spinale ou une paralysie, aura ça. Alors, on peut voir ici à gauche que l'os est fin, mince, parce qu'il n'y a pas de périosthe. Vous voyez qu'il est plus sombre, ça veut dire qu'il est plus fin, plus mince, parce qu'à la radiographie, un os plus épais et plus blanc. On voit ici que sur la tige fémorale, c'est plus fin également et vous voyez qu'il y a de légères fissures. C'est une fracture classique. Quelqu'un qui a pu trébucher et tomber sur ses genoux pourrait avoir une fracture semblable. Les fractures de la colonne vertébrale sont également importantes. On les retrouve souvent chez les patients souffrant de maladie de Duchenne. On en a parlé il y a plusieurs années. Un enfant de 13 ans admis en urgence après 5 ans de médication et les os de sa colonne étaient plats et on voyait une ostéoporose avancée. Nous savons que les fractures de la colonne des vertèbres peuvent causer de la douleur, une perte prématurée de l'ambulation. Et donc, si l'enfant entre en fait, si c'est 10 mois sans être en ambulatoire, cela peut poser de sérieux problèmes. Donc, on fait bien attention à ces fractures vertébrales également. On sait que souvent c'est symptomatique, mais il arrive fréquemment également que ce soit asymptomatique et il faut vraiment faire attention à cela. Je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, c'est un garçon de 8 ans souffrant de la maladie de Duchenne, une belle colonne. Un an plus tard, je refais une radio et on voit des signes de fracture précoce à la T9, donc juste en bas des omoplates. Et en fait, ça n'a pas l'air si mal, mais le haut de votre corps va devoir supporter votre poids. Donc ici, on a un signe définitif d'ostéoporose. Il y a quelques années, on ne savait pas quoi faire avec ça, on laissait aller et le problème avec la T9 progressait et ensuite, vous avez des fractures adjacentes. C'est ce qu'on appelle la cascade de fractures vertébrales chez les patients qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose. Une fracture au moment A peut faire suspecter des fractures plus tard. Donc, pourquoi c'est important? Eh bien, chez les enfants traités avec des stéroïdes, ils peuvent avoir, par exemple, des douleurs au dos, ils peuvent faire de la kyphose, perte
grandeur et une perte prématurée permanente au niveau ambulatoire. Et c'est également relié chez les adultes à la douleur dans le dos, à la kyphose, mais beaucoup de patients auront également des problèmes au niveau d'une fonction pulmonaire réduite. Et je pense que dans le contexte, c'est extrêmement important. Imaginez-vous si vos vertèbres s'empilent à cause des fractures, eh bien, ça va limiter votre fonction pulmonaire, vous empêcher de respirer profondément. Donc, voici certains exemples. Ici, c'est ce que nous appelons une fracture vertébrale légère, modérée dans le milieu et grave à droite. Alors, notre objectif en tant que clinicien, c'est de les déceler dès le départ. Maintenant, je me suis intéressée au début des fractures vertébrales parce qu'on essaie de minimiser leur occurrence. On a fait une étude rétrospective, on s'est penché sur tous les jeunes garçons qui m'avaient été envoyés pendant 15 ans. En vert, nous avons les jeunes garçons qui avaient eu des radios de la colonne. En rouge, ce sont les garçons qui se sont présentés avec douleur, mais qui n'avaient pas été suivis à une époque où on ne savait pas qu'on devait faire des suivis. Et les résultats sont très intéressants. Si vous suivez les fractures de la colonne, elle se produit généralement vers 9 ans dans cette cohorte. On pouvait voir que c'était plus tard. Si on regarde les jeunes qui nous arrivent après 2 ans de thérapie aux stéroïdes, on sait que ça pourrait aller jusqu'à 16 ans si vous ne faites pas de suivi. Et si on regarde les fractures, on aura peut-être 1 ou 2 si le patient est suivi, comparativement à 5 s'il n'y a pas de suivi qui est effectué chez ces patients. Et si vous les identifiez jeunes, eh bien, 0 étant la moyenne, ils sont près de la moyenne, alors que si on ne le fait pas, ça va beaucoup plus tard. L'autre point important à retenir de ce document, c'est que si vous avez une fracture en bas âge, alors ici, on a une fracture du tibia à l'âge de 6 ans et il est revenu 7 ans plus tard, donc à l'âge de 13 ans, avec une colonne vertébrale écrasée. Et son premier épisode d'ostéoporose était à l'âge de 6 ans et là, 7 ans plus tard, eh bien, on se rend compte qu'on aurait dû traiter dès la première fracture des os longs. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est qu'il y a une fracture unique d'un os long avec faible traumatisme. Nous pouvons avoir un déclenchement d'un événement ostéoporotique plus tard. Maintenant, nous sommes déjà avancés dans la présentation. Je vous ai parlé de la densité osseuse. Pourquoi c'est important pour moi? C'est de savoir comment va le patient. Ensuite, je prends des radios et la densité osseuse est un guide. Mais c'est comme ça qu'on utilise la densité osseuse. Nous aimons avoir plusieurs mesures car nous sommes en mesure d'évaluer la direction. Cet enfant entre 8 et 11 ans, on peut voir que la densité osseuse de la hanche diminuait, qu'au niveau du corps, c'était plutôt stable et on peut voir qu'au niveau de la colonne, c'est maintenu un peu plus longtemps, mais ensuite, il y a eu un déclin. Donc, il faut vraiment faire plusieurs analyses de la densité osseuse pour bien comprendre la stabilité chez un enfant et nous devons faire des analyses supplémentaires pour mieux comprendre le phénotype également. Donc, une question très importante qu'on doit se poser lorsqu'on voit des enfants souffrant de maladies chroniques et d'ostéoporose, s'ils peuvent s'en remettre tout seuls sans que nous interférions avec une médication. Et à droite, vous voyez une condition améliorée. Bon, la condition, le phénomène pédiatrique qui explique ça le mieux, c'est la leucémie parce que les enfants sont jeunes quand ils reçoivent leur diagnostic, ils sont aux stéroïdes pendant 2-3 ans et la plupart récupèrent et guérissent de la leucémie. Donc, on a le corps qui se reforme par la suite chez les enfants souffrant de leucémie. Mais chez les patients souffrant de Duchenne, il n'y a pas de replacement du corps. Pourquoi? Parce que
les garçons qui prennent des stéroïdes n'ont pas une croissance optimale et on le voit ici sur le graphique. Ils prennent des stéroïdes à long terme, la myopathie est progressive et la cascade de fractures vertébrales entre en jeu. Donc, les gens disent qu'on peut continuer avec les stéroïdes pour essayer de protéger le tissu osseux. Oui, mais vous pouvez le faire, mais avec un problème au niveau de la force musculaire. Donc, après 2 ans, comme on peut le voir à droite, les garçons qui avaient une prednisone avaient environ 8% après 2 ans aux stéroïdes lorsqu'on leur avait donné le médicament. Mais lorsque vous lisez le document, on s'aperçoit qu'au niveau perspective musculaire, que ce n'est pas la même histoire. Et je pense que c'est mieux de traiter la maladie sous-jacente en priorité et ensuite s'occuper des os qui deviennent un problème secondaire. Mais il faut d'abord se concentrer sur la santé musculaire. Alors ici, nous voyons la relation entre les stéroïdes et la santé osseuse. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire pour protéger les os, de sorte que les jeunes puissent continuer leur médication stéroïde. Ce que je vais vous dire, c'est que les stéroïdes vont agir sur les os chez tout le monde. Si vous prenez des stéroïdes pendant suffisamment longtemps, ça va avoir un effet sur les os et nous pouvons combattre l'effet des stéroïdes grâce à une protection osseuse. Je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, il y a un médicament qui s'appelle Vemorolone, VBP15. Ça a été associé dans des essais cliniques pour voir si ça pouvait avoir un effet sur les os. Alors, c'est un stéroïde qui maintient les propriétés anti-inflammatoires, mais qui déclenche une relaxation des glucocorticoïdes et diminue les effets secondaires. Les essais sur les souris du Vemorolone ont été positifs, mais vous savez très bien comme moi que ce qu'on voit chez les souris n'est pas nécessairement ce qui se produit chez les humains. Donc, nous voulons commencer un essai chez les enfants. Et donc, allons-y avec cette protection osseuse. Alors ici, nous avons une ostéoporose agressive, donc nous devons prendre une approche agressive. Nous allons parler de façon conservative d'optimiser la santé, mais ça n'empêchera pas les fractures. On parle de déficience nutritionnelle. On recommande de traiter avant la puberté. Si le garçon est peut-être à 14 ans déjà, on a cette conversation. Certains garçons sont prêts d'avoir cette conversation et on peut suivre ce qu'ils disent et lorsqu'ils sont prêts à commencer la testostérone, mais ça fait partie du dialogue. On parle aussi de l'importance d'avoir un poids sain. Si vous êtes trop gros et que vous tombez, vous avez plus de poids sur les os qui sont déjà fragiles. Moi, je parle beaucoup de la prévention des chutes, surtout au Canada. Bon, autant pour les soignants que pour les garçons qui ont la Duchenne, autant dans l'ambulatoire que le non-ambulatoire. Il faut se prévenir les chutes. Et je recommande même les yak tracks qui vont au bas des souliers pour éviter de tomber sur la glace. Il y a tellement de gens qui tombent sur la glace dans toutes sortes de contextes. Bon, la croissance, l'hormone de croissance, on ne fait pas ça de façon routinière. On pense que c'est pas assez sécuritaire ou il n'y a pas assez de bénéfices. Et on en parle beaucoup dans cet article ici et ça me fera plaisir de prendre des questions à ce sujet. Bon, alors on protège les os avec les phosphonates, les biphosphonates, qui sont, en tout cas, il y a d'autres médicaments qui sont énumérés ici. On va en parler un petit peu brièvement. Mais les bisphosphonates sont soit en essai clinique ou utilisés théoriquement. Alors, je vais surtout mettre l'accent sur la norme de soins et parler un petit peu des autres agents. Alors, parlons des bisphosphonates. On n'aurait jamais pensé de mettre un S et un PH 2 fois dans un mot. Alors, bon, peut-être que vous allez vouloir pratiquer bisphosphonates. Ce sont ceux qui sont les plus souvent utilisés pour l'ostéoporose partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils font, ces médicaments-là? Lorsque ça va bien, l'ostéoclaste
absorbe les os lorsque c'est endommagé. L'ostéoclaste est suractif en ostéoporose. Il absorbe trop d'eau. Le bisphosphonate, eux, ils sont absorbés lorsque le médicament va vers les os. Le reste du corps ne s'intéresse pas au bisphosphonate. Et les ostéoclastes absorbent les bisphosphonates dans sa machinerie cellulaire et ça s'endort. Alors, il est encore là. On le voit encore sur le microscope, mais il ne fonctionne pas aussi bien. Voici mon explication plus simple. Bon, les ostéoclastes, certains dorment lorsque vous êtes sur des biphosphonates. Alors, les bisphonates intraveineux sont utilisés le plus souvent chez les enfants. Ils agissent longtemps. C'est bon dans du chêne parce qu'on n'a pas besoin de donner souvent. Dans une condition où on veut traiter les os à longue échéance, ils sont très efficaces pour soulager la douleur, surtout colonne vertébrale, et ils ont des meilleurs résultats que les biphosphonates par voie orale. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites avec différentes maladies qui ont montré que la voie orale, la disponibilité orale, on appelle la biodisponibilité des biphosphonates, sont moins que 1%. Alors, ça ne se rend pas beaucoup aux os oralement, mais par intraveineux, 80% vont directement aux os. C'est intraveineux. Bon, ça rend l'eau un petit peu endormie, si on veut dire. Et il y a des effets secondaires pour le site d'infusion. Il y a 2 types de thérapies bisphonates utilisées au Canada. Intraveineux Pemidomid. Pemidomid, c'est donné sur une infusion de 4 heures. C'est un peu plus doux. Pour les effets secondaires sur le site d'infusion, c'est donné à tous les 4 mois. Zoledronic acid, c'est juste 1 heure. C'est donné à tous les 6 mois. Mais il y a un petit peu plus d'effets secondaires sur le site d'infusion. Bon, moi, j'utilise seulement Pemidomid chez les enfants qui sont très malades, par exemple, qui ont le cancer ou des enfants qui vont très mal. Autrement, des enfants avec le Duchenne, fonctionnement sont assez robustes. Alors, on utilise l'acide zoledronique. Et on essaie d'éviter des fractures et d'éviter des douleurs au dos et d'éviter les diminutions dans l'ostéodensitométrie. Bon, les premiers effets secondaires doivent être administrés par quelqu'un avec l'expertise dans leur injection et quelqu'un qui est préparé à être sur une pagette quelques jours après l'infusion pour appuyer la famille. Lorsque l'ostéoclaste s'endort, il sécrète des cytokines inflammatoires, tout comme lorsque vous avez un rhume, votre corps se débat avec une réaction inflammatoire. Alors, c'est ce qu'on commence à sentir. C'est comme si on avait un rhume, on a la nausée, on a une fièvre, on a des médicaments pour éviter le vomissement. On utilise l'Advil pour traiter la fièvre et bon, la douleur musculaire qui se produit alors que les os rentrent dans le squelette. Et aussi, on donne du calcium et des suppléments de vitamine D pour éviter la baisse du calcium et de vitamine D. Souvent, les garçons sont tous stéroïdes et lorsque vous avez des fièvres, parfois, vous avez besoin de plus de stéroïdes. Alors, on donne des conseils aux familles à ce sujet-là et comme je dis, on a un médecin sur une pagette pour aider les familles. S'ils ont des questions, moi, je n'ai jamais vu d'effet secondaire permanent. Ça commence 24 heures après l'infusion. Ça dure typiquement 24 à 72 heures. Rarement ce qui dure plus que cela. Généralement, c'est seulement avec les premières infusions. Parfois, les familles vont revenir et dire oui, mon fils ne se sentait pas bien à la deuxième infusion, mais généralement, c'est pas aussi pire que la première. Voici un exemple représentatif de ce qui se passe sur l'acide zoledronique dans le contexte de Duchenne. Ça, c'est un garçon qui prend des stéroïdes il y a 8 ans à gauche. Là où la flèche pointe, il y a une petite fracture dans la colonne. C'est un signe très précoce. Vous pouvez voir que sa colonne, l'ostéométrie, le petit carré, ça plafonnait. Et ensuite, on a commencé sur l'acide zoledronique et j'ai fait des titrations de ces doses pour avoir un taux de croissance d'eau normal. Alors, à 17 ans, pardon, il n'y a pas de douleur au dos. Il est à l'université, ça se débrouille, il va très bien dans sa vie. Il peut voir la belle densification de ses os sur la colonne ici à 17 ans d'âge. Bon, maintenant, j'ai montré avec les flèches que malgré une densité normale osseuse, malgré le fait que c'est beau visuellement, avec le contour blanc, il y a quand même une certaine déformation et la colonne vertébrale. Ce n'est pas à cause de l'ostéoporose, mais à cause de l'hypergordosis, le swayback qui est excessif chez le Duchenne et qui interfère avec la façon dont la colonne vertébrale est biomécaniquement alignée. Alors, s'il y a de la progression dans la difformité, ça, selon moi, c'est ce qu'on voit de temps en temps. Bon, ça, c'est une étude qui commence à être
qui prépare à être publié. Je peux vous montrer les images, mais ça, c'était regarder le zolotonique intraveineux versus les placebos intraveineux chez des patients, des enfants avec l'ostéoporose causée par le stéroïde. Ils avaient tous des fractures vertébrales et 30% des enfants avaient du chêne. Et ce qu'on a vu, c'est que la densité heureuse a augmenté plus de façon significative sur l'acide zolodonique comparativement au placebo, que les deux groupes avaient beaucoup d'effets secondaires, alors même sur le placebo, il y avait beaucoup d'effets secondaires, et que la seule nouvelle fracture verticale était dans le groupe de placebo. Alors ça, c'est une étude très importante parce qu'elle est contrôlée par un groupe de placebo. Tout cela en tête, voici la norme de soins actuelle pour faire le suivi et gérer l'ostéoporose dans les Duchenne traités avec ou sans stéroïdes. En 2010, les directives étaient qu'on fait simplement une rayon X de colonne vertébrale s'il y a une douleur au dos ou s'il y a la kyphose. Et on traite seulement s'il y a des fractures vertébrales et on le fait avec le bisphosphonates intraveineux. Ça, c'était des recommandations très raisonnables en 2010 parce que ça, c'était basé sur ce qu'on savait à ce moment-là. Bon, en 2018, on est beaucoup plus futé. On sait que les fractures vertébrales sont fréquentes, le Duchenne. On sait que c'est asymptomatique, on sait qu'il faut aller les chercher et qu'ils prédisent des fractures à l'avenir. Et on sait aussi qu'une seule fracture d'un os long peut représenter un événement ostéoporotique. Alors, on recommande de chercher des fractures dans les os longs, les traiter le plus rapidement possible, et aussi traiter les fractures vertébrales dans ce patient à risque. Et vous allez peut-être dire, mais pourquoi pas commencer même avant qu'il y ait des fractures? Une excellente question, je pense qu'on se dirige vers cela, mais on n'a pas encore l'élément de preuve, bon, les études, les essais cliniques pour justifier cela en ce moment. En tout cas, sur une base internationale. Alors, voici de quoi ça a l'air. On a une phase de suivi, de surveillance. On traite les signes précoces de fracture. On garde la thérapie au bisphosphonate aussi longtemps que les enfants sont sur le stéroïde et peut-être même plus longtemps s'il y a encore une perte d'eau nette. Et on induit la puberté lorsque le garçon est prêt, s'il y a une puberté retardée, environ à 14 ans, peut-être plus tard. Bon, la partie la plus importante de ceci, c'est la partie de suivi ou de surveillance. On recommande des densités osseuses annuelles chez ces patients avec Duchenne. S'ils sont sur stéroïdes, on recommande une rayon radiologie des colonnes vertébrales à tous les 1 ou 2 ans. S'ils ne sont pas sur stéroïdes à tous les 2 ou 3 ans, de la radiologie vertébrale, et plus souvent, si la densité osseuse baisse. Alors, c'est pourquoi on fait la densité osseuse annuelle. Et on traite les signes précoces d'ostéoporose. On n'attend pas que l'ostéoporose soit avancée et on continue la protection osseuse tant que la thérapie de stéroïdes continue peut-être plus longtemps si nécessaire. Alors, mon point de vérification clinique, c'est, bon, les bisphonates sont démarrés dès qu'il y a une fracture causée par un faible trauma avec le Duchenne et on a besoin de la gestion précoce. Alors, durant les dernières minutes, je vais parler de qu'est-ce qui s'en vient à l'avenir. Je viens de vous montrer la norme de soins. C'est quoi la norme de soins? Le standard of care en anglais, ça veut dire voici ce qu'on espérerait et que les enfants qui ont le Duchenne au Canada reçoivent pour ce qui est des soins d'un océan à l'autre. Et on essaie toujours de passer le message internationalement. Et pour ce qui est de ce qui s'en vient à l'avenir, moi, je parle simplement scientifiquement, du point de vue de professeur d'université. Bon, qu'est-ce que j'ai en tête à l'avenir? Alors, d'abord, parlons de Rank-Langan Inhibition. C'est une étude qui a été financée par Dystrophie musculaire Canada. D'abord, ça, c'était le travail sur les modèles souris qui a été fait par mes collègues à Québec. Et lui, Jérôme Fredette, que Rank-Langan est sécrété par les os. Ça fait que les os sont dissous, mais ça fait aussi partie du chemin d'inflammation des muscles du chien. Et lui, il s'est dit, si on ferme Rank-Langan, est-ce que les muscles peuvent mieux aller? Alors, lui a fait une étude qui donnait des ligands anti-Rank-Langan, anticorps, à la souris de Duchenne et a trouvé qu'il y avait plus de force musculaire, moins de dommages aux muscles et moins de niveau de CK. Bon, il n'a pas regardé l'effet du antibody pour les anti-Rank-Langan, mais il sait que si on ferme les anti-Rank-Langan antibody, vous améliorez la force des muscles. Alors, ça, c'est quelque chose qui exige plus d'investigation. Bon, ce que Dystrophie musculaire Canada a financé spécifiquement, c'est une étude pilote
de denosumab versus acide zoledronique avec des enfants qui sont traités aux stéroïdes qui ont le Duchenne. Ça, c'est une étude de 2 ans. Et Surviving Check a financé la deuxième année parce que la première année, elle est tellement bien, j'ai besoin de plus de financement pour continuer. Tous les patients voulaient rester sur l'étude, les résultats étaient favorables. Et on a donné denosumab 1 mg par kilogramme à tous les 6 mois, sous-cutané, avec une petite injection, comparativement à la norme de soins d'acide zoledronique, aussi à tous les 6 mois, mais intraveineusement. Et on a eu 10 patients dans cette étude pilote, 5 dans chaque groupe, 8 avaient du Duchenne traité aux stéroïdes. Et on a fait toutes sortes de tests. On regardait la densité osseuse, les fractures, et on a vérifié leur profil de calcium. Et je peux vous dire que les résultats ont été favorables. Et chez tous les enfants qui étaient sur le denosumab sont restés sur le denosumab. Et en ce moment, on est en train de préparer une étude. L'étude a été terminée, a été vérifiée par Santé Canada. On a passé la vérification. Et je suis très reconnaissante pour les familles qui ont participé dans cet essai clinique et pour mes membres d'équipe qui étaient sur ce cheminement avec moi. Bon, les essais cliniques ne sont pas faciles et nous sommes ravis d'avoir pu le faire. Alors, je vais terminer avec une conclusion pour dire que c'est la thérapie anti-résorptive denosumab et l'acide zoledronique fonctionne mieux dans la hanche et la colonne vertébrale parce que c'est là où on peut modifier la densité osseuse le plus. Ces médicaments-là ne rendent pas les os plus gros. Et c'est là où il faut qu'on aide à l'avenir. Alors, la porte est ouverte et il y a un médicament qui a été approuvé pour l'osteoporose à des adultes qui fait que les os grandissent, qui s'appelle anti-sclerostin antibody, l'anticorps anti-sclerostin. Ça enlève les inhibitions sur la formation des os. Ça, c'est une souris traitée au l'anticorps anti-sclérostine. C'est-à-dire, il n'a pas été traité, la souris à gauche, à droite. Le rat a été exposé à l'anticorps anti-sclérosine et vous pouvez voir que là, c'est plus gros et plus épais. Alors, ça, c'est un médicament qui m'intéresse beaucoup à l'avenir. Alors, mes messages finaux pour vous aujourd'hui sont que l'ostéoporose, c'est une complication de maladie neuromusculaire, autant avec que sans les stéroïdes, et vous avez compris pourquoi. Les fractures avec faible trauma sont un indice d'ostéoporose et méritent le traitement, surtout dans la colonne vertébrale et les os longs. Et la colonne doit être suivie périodiquement pour des signes asymptomatiques d'écroulement pour que la protection des os puisse être démarrée aussitôt que possible. Cela étant dit, je voudrais remercier mes collègues qui sont à Ottawa et Montréal, qui travaillent en étroite collaboration avec moi, surtout mon équipe, les gens qui sont consacrés tous les jours pour ces études des enfants avec l'ostéoporose dans différents contextes, mes collaborateurs canadiens, mes collaborateurs internationaux, et merci tout spécial à Dystrophie musculaire pour votre appui alors que nous avançons dans ce domaine. Merci. Alors, j'ai hâte de prendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Ward. Ce fut une présentation excellente et très claire. J'ai mentionné plus tôt, avant notre séance, que les individus ont bien hâte d'entendre parler de ces études qu'on finance ici à DMC, voyant ces dollars en action. Et c'est merveilleux de voir les résultats de sélection et le travail que vous faites. On a reçu quelques questions, je vais les lire. Une question qu'on a reçue, c'est après une chute, quels sont les signes concernant cet embolisme que vous avez mentionné? Est-ce qu'un enfant, est-ce qu'il aurait des douleurs au torse, des difficultés respiratoires? Oui, très bonne question, c'est rare, mais il faut savoir, après une chute, brièvement après la chute, ça peut être en l'espace de quelques minutes, ou quelques heures après la chute, la première chose, c'est l'altération neurologique. Alors, l'enfant va être confus et désorienté. Et peut-être que là, je vais dire, ah bon, il a mal, ça n'a pas de sens. Non, non, en fait, c'est neurologique. C'est un effet neurologique de cette fat embolism, l'embolisme gras qui rentre dans le cerveau. Et la détresse respiratoire, la difficulté de respirer. Alors, c'est difficile d'avoir une respiration profonde, une respiration rapide. Ce sont les deux signes principaux. Et là, garçon, bon, j'ai rencontré un jeune homme récemment dans un autre domaine, et lui a dit qu'il était dans sa chaise roulante, il est tombé de son fauteuil roulant, il n'avait pas sa ceinture, il est tombé de la rampe, et il se souvient que son père est venu le secourir, et c'est tout. Il se souvenait de rien d'autre, jusqu'à temps qu'il se réveille à l'unité de l'urgence. Alors, c'est assez rapide. Bon, si vous êtes sur les stéroïdes,
Dès que vous avez un événement critique de santé, il faut rappeler au médecin, mon enfant prend des stéroïdes et il faut lui donner plus de stéroïdes parce que c'est ça que le corps normalement ferait, c'est de créer plus de stéroïdes pour aider à se lutter contre cet événement médical critique. Alors, merci pour cette question. C'est une excellente question. Oui, très bonne information. Question, combien de vitamine D est trop pour quelqu'un avec une condition neuromusculaire? Est-ce que c'est différent pour un enfant versus un adulte? Oui, excellente question. Bon, ce que j'aime bien de la vitamine D, c'est que vous pouvez être titré à un certain niveau. Vous n'avez pas besoin de deviner parce que la dose est variable. Donc, la plupart des gens, pour maintenir des niveaux normaux d'environ 15 par litre, on a besoin seulement de 1000 à 3000 IU par jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 1000 ou est-ce que c'est 3000 IU par jour? C'est là on utilise les niveaux de vitamine D. C'est mesuré à la fin de l'hiver lorsque ça tombe au niveau plus bas. Et vous voulez un niveau au-dessus de 50 et idéalement près de 75. Alors, 1000 unités de vitamine D augmentent votre niveau par environ 25. Alors, si votre niveau est de 40 et vous voulez l'avoir au-dessus de 50, vous pouvez prendre 1000 et vous allez être environ 75 et ça va être correct. Alors, ce sont les paramètres qu'on utilise pour le dosage de vitamine D. Merci. Personne n'a dit qu'ils l'ont pris en 2013. Ça fonctionne très bien. Est-ce qu'ils devront changer de médicament à l'avenir s'il y a des études reliées à cela? Oui, merci. Alors, Prolia, pour ceux qui... C'est du Denosumab. Alors, ça, c'est le médicament que j'ai comparé dans l'essai clinique à l'acide zoledronique. Alors, Prolia, c'est très efficace pour anti-résorption, mais voici la chose. Les patients qui étaient dans l'étude le savaient bien lorsqu'ils ont participé à ces études. C'est un anticorps au rank ligand. Et si vous arrêtez et que vous ne faites rien de plus, l'anticorps s'en va et la densité osseuse peut baisser et vous pouvez, bon, reculer finalement. Alors, lorsque vous êtes prêt à arrêter le denosumab ou le Prolia, il faut comme bloquer l'effet avec du bisphosphonate, un bisphosphonate qui agit longtemps comme l'acide zoledronique. Alors moi, je dirais que c'est raisonnable d'être sur le denosumab jusqu'à temps que vous soyez très heureux avec l'état clinique. Et ensuite, lorsque votre médecin, normalement, commencera à penser à peut-être transitionner, arrêter de prendre denosumab, il faudrait comme sceller l'effet avec quelques doses de bisphosphonate qui agissent longtemps, comme le zoledronic acid. Alors, merci pour cette question. C'est une très bonne question. Ah, vous donnez toutes les bonnes questions, toutes les choses que je n'ai pas eu le temps de dire durant ma présentation. Une autre question, ensuite, je vais passer ça à Marie-Hélène. L'autre question, c'est, semble y avoir des différences pour ce qui est des cliniques endocrines, dont les règles, savoir lorsqu'ils fournissent un traitement. Alors, cette personne-là, cette clinique ne fournit pas de traitement tant qu'il y a plus que 2 fractures. Est-ce que vous pourriez parler de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est une excellente question et je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Je vais vous expliquer l'histoire. Bon, l'éventail sur le changement sur la norme de soins, ça prend du temps. Ça prend du temps de passer le message. Et moi, je comprends votre clinicien dans le sens qu'il y a quelques années, la recommandation était de ne pas dire qu'un enfant a une ostéoporose tant qu'il n'y a pas 2 ou plus de fractures sur les os longs avant l'âge de 10 ans ou 3 ou plus de fractures des os longs avant 19 ans. Ça, c'était des recommandations pour les fractures d'os longs. Maintenant, bon, on a besoin seulement d'une fracture de la colonne pour avoir de l'ostéoporose, mais je pense que vous parlez de fracture des os longs ici. Le problème avec ces normes de soins-là était pour des enfants qui étaient en santé, qui couraient dans le terrain de jeu, qui tombaient et qui avaient des petites fractures, et on ne voulait pas surdiagnostiquer ces enfants-là. Ça n'a jamais été fait pour s'appliquer aux enfants avec des maladies chroniques. Toutefois, le message a comme été perdu. En fait, je viens d'écrire un article avec des collègues internationaux il y a quelques mois, et ça me fera plaisir de vous l'envoyer si vous m'envoyez votre courriel, qui explique cette incompréhension. Si vous avez une maladie chronique et que vous avez des facteurs de risque pour l'ostéoporose, et surtout si ces facteurs de risque sont persistants, comme la faiblesse, comme les stéroïdes à longue échéance, une seule fracture d'os long constitue l'ostéoporose. Mais c'est quoi une fracture d'un os long? L'humérus, le radius, le fémur, tibia et le fibule. Les doigts, les orteils, on n'a pas besoin de se garrocher sur le traitement avec ça en se basant sur notre compréhension actuelle. Une autre question fantastique, je pense que vous
vous avez peut-être lu les articles scientifiques avant de venir ici parce que vos questions sont tellement précises. Merci, Dr. Ward. Je vais passer la parole à Marilyn. Elle va lire les questions et vous allez entendre la traduction, mais vous pouvez répondre en français si vous le voulez. Alors, Dr. Ward, j'ai 2 questions. La première, qu'en est-il de la prise de poids? Mon garçon a pris le Deflazacort et il a pris beaucoup de poids. Il a dû cesser de le prendre. Duchenne, il pousse l'appétit et c'est pour cette raison que les patients engraissent. Alors, c'est difficile et je pense que c'est une question d'être courant de ça et d'essayer de faire les choses à la maison pour améliorer le poids, de travailler avec une diététicienne et aussi, je pense que c'est pour cette raison qu'on est en train d'investiguer les autres médicaments qui vont avoir moins d'effets au niveau de l'obésité. Alors, c'est une très difficile situation, je comprends. Merci. Ma deuxième question, c'est mon garçon présente une scoliose et il a très mal au dos. Est-ce que ce serait possible que ses vertèbres soient fracturées et que nous ne le savons pas? Oui, absolument. Comme j'ai dit dans ma présentation, les fractures vertébrales peuvent absolument être sans symptômes. Alors, la maladie dans le dos pourrait être à cause du fait qu'il a les compressions vertébrales et que ça peut causer la douleur. Ou c'est possible que c'est juste la déformation de sa colonne, mais ils doivent avoir une rayon X latéral en profil et comme ça, vous pouvez bien visualiser les vertèbres. Alors, ça, c'est quelque chose que je suggère fortement, absolument. Merci, c'est tout pour moi. Merci de votre question. Thank you again, Dr. Ward. Thank you for taking the time to present this information to us in such a clear and easy to understand way, but also taking the time to answer the questions that we have received. I would also like to thank PTC, Biogen, Roche, Alexion, Novartis for supporting education initiatives like this one. I welcome you all to attend the remaining 2 sessions for this afternoon. The next one is on cough and respiratory health and neuromuscular conditions. And the one at 3 p.m. Eastern is on balance and falls and neuromuscular conditions. Thank you again, Dr. Ward, and thank you all for attending today's session. Plaisir, merci.